Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Benoît Durand-Tisnès, fondateur, président de Widen, spécialiste du management de transition. On évoquera avec lui sa démarche de labellisation RSE. Notre débat, il portera sur ces vacances qui commencent. De plus en plus de Français souhaitent des séjours éco-responsables. Comment les professionnels du secteur répondent-ils à cette demande? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai l'association Sapocycle qui collecte des savons usagés dans les hôtels pour leur donner une seconde vie. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. Vous connaissez le programme, c'est Smart Impact. Bonjour Benoît Durand-Tisnès, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir de nouveau dans cette émission. Vous êtes le fondateur du cabinet Widen. C'est donc un cabinet de management de transition. Peut-être en quelques mots, rappeler ce que c'est le management de transition. Oui, absolument. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs avec des managers et des dirigeants qui vont intervenir en mode projet, le temps dans un temps compté pour participer à une opération de remplacement, de renforcement ou de retournement. D'accord, donc ce sont vraiment des patrons, des dirigeants que vous placez dans une entreprise pour une durée donnée. Ça veut dire quoi la RSE dans un cabinet de management? Ça représente quoi pour vous? Alors, c'est une bonne question. Ça a été une question qu'on s'est posée il y a 2 ans. La RSE, moi, j'ai lu une définition que je trouve intéressante, qui est de permettre un développement à l'entreprise qui répond aux besoins du présent sans compromettre celle des générations futures. Ouais. Et en réfléchissant à ça, on s'est dit, a priori, dans le monde du service et le service du B2B, c'est un petit peu compliqué de la mettre en œuvre. On n'a pas de produits, on n'a pas de production. Néanmoins, il y a des enjeux importants chez nos clients, il y a des enjeux importants chez nos fournisseurs et puis chez nos collaborateurs. Et on est rentré dans cette démarche. Et aujourd'hui, depuis le février 2021, on a été labellisé selon un label. Oui, alors c'est le label Lucie 26000. Donc c'est quoi c'est quoi la démarche déjà? Il y a une évaluation, c'est ça? De la formation, c'est quoi la démarche? On a évalué plusieurs labels. Il y en a différents. On connaît Bicorp, on connaît Covadis, Lucie. Lucie était celui qui correspondait le mieux, selon nos principes, à notre métier de service B2B. On a trouvé aussi les entreprises à mission, etc. Tout ça, je dirais, c'est un écosystème dans lequel, ce qui est important, c'est que le dirigeant choisit sa voie et prend des engagements. Le label, à mon sens, au-delà d'être certifiable, c'est juste un guide de comportement. Et c'est ça qui est important, à mon sens, dans la démarche RSE, responsabilité sociétale, environnementale. Oui. Mais alors, vous donc, êtes labellisé depuis février. Là, on en est où? C'est-à-dire que ça y est, la mise en œuvre commence à devenir un peu concrète? Alors en fait, c'est pas une fin en soi, la labellisation. On a fait un travail d'1 an pour aligner, pour faire nos choix d'engagement. Et puis c'est le début. On est labellisé, mais simplement on s'est engagé à s'améliorer sur un certain nombre de points. Alors prenons des exemples. 3 exemples chez Widen qui ont été mis en avant. La qualité de vie au travail, évidemment l'éthique des pratiques et puis la gouvernance plus transparence. Dans la qualité de vie au travail, on a mis en œuvre un groupe de travail qui, semestriellement, vient interroger chaque collaborateur. On a une 15aine au siège et qui va lui demander comment va sa vie au quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis on compile ça de manière anonyme et puis on met en œuvre, on prend des décisions pour améliorer. Sur l'éthique des pratiques, c'est évidemment la RGPD. On fait attention maintenant avec quels fournisseurs on travaille. Et puis surtout, on s'appuie sur notre labellisation Bureau Veritas certification dans les méthodologies pour pouvoir opérer notre métier de manière transparente et vertueuse. Et sur la gouvernance? Et enfin, sur la gouvernance, j'ai mis en place tous les mois, pour l'ensemble des collaborateurs, une information sur la stratégie, sur la revue mensuelle des chiffres, de telle sorte que tout le monde sache où on en est, où on va, de manière transparente. Il y a aussi un travail qui est fait sur la transparence, sur les salaires et sur les évolutions de carrière en interne. Oui, et notamment sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité salariale. Évidemment, mais on l'est, puisque on est à peu près à 50-50. Voilà, donc évidemment, ça c'est un processus qui avait déjà été engagé auparavant, c'est ça? Pour moi, c'est même pas un sujet, l'égalité homme-femme. Mais c'est vrai dans les salaires aussi? C'est normal. Et c'est vrai dans les salaires, tout à fait. Ouais. On est...
Oui, tout à fait. On a des schémas et la transparence est là. Donc, c'est très vertueux progressivement, mais c'est un travail. Alors, un label comme celui-là, donc ce label Lucie 26000, label RSE, à quel point c'est une démarche collective? Comment vous avez... Parce qu'effectivement, il y a le patron, le fondateur, les cadres dirigeants, mais à quel point c'est une démarche collective? Vous savez, comme dans tous les projets qu'on veut mettre en œuvre dans l'entreprise, le plus dur, c'est la mise en œuvre. Le patron, il va décider, mais après, s'il n'y a pas un suivi de l'ensemble des collaborateurs, ça ne donnera jamais rien. On a mis en place un groupe de travail, d'abord pour la labellisation, et aujourd'hui, depuis qu'on est labellisé, il y a un comité de 3 personnes qui est constitué de 3 personnes différentes d'entreprises et motivées, et qui est chargé tous les mois de suivre les engagements sur lesquels on a été engagé et labellisé. Votre métier, c'est aussi d'une certaine façon une vigie du changement, puisque vous répondez à la demande de vos clients en matière de transition. Alors, c'est marrant, est-ce que c'est un cabinet de transition écologique de plus en plus? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les missions qui vous sont demandées, elles répondent aussi à un pivot de stratégie, un pivot vers une stratégie plus RSE ou plus écologique? C'est vrai qu'on est au centre de la transformation. J'essaie de faire en sorte que les cordonniers ne soient pas les plus mal chaussés et évidemment, on essaie d'appliquer les bonnes méthodes à nous. En parallèle, par rapport à notre mission, il est vrai, je ne sais pas si c'est conjoncturel ou structurel, qu'il y a 2 mois, il y a une ETI familiale en région parisienne qui nous a consultés parce que c'est une ETI qui fait 200 millions d'euros et qui fait des produits technologiques et qui voulait mettre en œuvre cette démarche de RSE. Ils n'avaient pas la compétence et on a mis en œuvre un manager de transition qui va prendre, identifier, évaluer le label qu'il leur faut et mettre en œuvre ces éléments de la même manière que ça a été fait chez Wayden. Je pense que ce sera une tendance parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est notre conviction chez Wayden, la RSE, elle est incontournable. Vous savez, moi, j'ai 2 filles de 16 et 18 ans. Je le vois bien à la maison. Il y a des choses que, si je les écoutais, on ne pourrait plus manger par rapport à mes référentiels de mon âge, bien sûr, ou des façons de faire que je ne pourrais plus faire. Et c'est vertueux, et c'est très bien, et c'est comme ça que ça va avancer. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, là, récemment, il y a une ETI qui fait cette démarche. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une tendance que vous avez vue d'une façon un peu lourde, un peu régulière depuis 2-3 ans, ça. Alors, pour être transparent, je crois que ça a démarré plus sur, on va dire, tout le monde s'en persuade. Et puis il y a des actions, d'ailleurs on l'a vu, il y a des actions, on entend principalement des problématiques par rapport à la planète, de sauver la planète. Si on regarde la labellisation, les labels, la norme ISO 26000, dans les principes d'action, il y en a 25, il y en a 2 seulement sur l'environnement. Oui. Les 23 autres sont sur l'interne de l'entreprise et les produits et les services. Donc c'est bien qu'il faut faire attention à soi autour d'abord pour pouvoir mieux faire attention à l'extérieur. Je vais même vous dire, dans notre labellisation et dans nos engagements, on est très focusé sur l'interne et puis nos services, nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs. On n'a même pas encore choisi à ce stade quelle action on va faire pour l'environnement dehors. Ça va venir, on ne sait pas, mais il faut que ça soit aussi aligné avec notre action. Est-ce que ce label RSE, c'est aussi pour vous un outil de business, d'une certaine façon? Est-ce que le fait d'être labellisé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cabinets de management de transition qui le sont d'ailleurs, est-ce que pour vous c'est un argument supplémentaire vis-à-vis de vos clients? Alors on est précurseur dans le domaine du management de transition, on est... si ce n'est l'un des premiers à être labellisé. Pour moi, évidemment que c'est un outil de business. C'est-à-dire que organiser l'entreprise de manière plus vertueuse pour l'avenir, ça va devenir de plus en plus incontournable, ne serait-ce que dans la relation par rapport à nos clients, par rapport à nos fournisseurs. Et globalement, ça organise l'entreprise, ça structure l'entreprise de la même manière que on peut penser aussi à des normes type ISO 9000. Et donc, quand on structure l'entreprise, ça lui permet aussi de grossir de manière plus organisée et de se développer. Et est-ce que vous l'avez un peu évoqué, mais on va rentrer dans le détail pour conclure, est-ce que ça suppose aussi des engagements de vos sous-traitants, des engagements en rafale? Nos clients nous l'imposeront tôt ou tard, de la même manière qu'elle a été pour les normes ISO 9000. Et nous essayons de travailler avec des fournisseurs qui sont aussi en phase avec nos convictions. Mais est-ce que c'est toujours facile? C'est pas facile parce qu'en fait, on en est au début. Mais
plus ça va aller, plus ça va devenir facile parce que tout le monde va y basculer. Je pense que c'est une problématique aussi générationnelle. Moi, je travaille aujourd'hui dans notre écosystème du management d'entretien avec des gens de plus de 45 ans. Il y a une prise de conscience qui est faite, mais c'est la génération des 35-45 ans qui drive les choses. Et il y a une espèce de grande roue qui tourne et ça va devenir incontournable. Donc, c'est important d'embrasser le futur de manière dynamique et agile et pas d'attendre de le subir. Merci beaucoup, merci Benoît Durantis-Ness, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on part en vacances, mais responsable évidemment. Des vacances éco-responsables, de plus en plus de Français les réclament. Comment les professionnels répondent-ils à cette demande? C'est notre débat avec Clara Beignac, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Au Lavage, vous proposez des séjours en immersion à la ferme. Exactement. Agnès De Cramer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Feelingo, site de réservation d'hébergement durable. On peut peut-être commencer par le constat, je commence avec vous Agnès De Cramer, le tourisme de masse, il pollue, on parle de 10% des émissions de gaz à effet de serre, c'était une étude publiée dans la revue Nature Climate Change. Est-ce qu'il a été fragilisé par la crise Covid? C'est le sentiment qu'on a, ce tourisme de masse. Est-ce qu'il peut repartir comme avant d'après vous? Alors le secteur du tourisme dans son ensemble a été très largement fragilisé par la crise du Covid et le Covid nous a en effet modifié nos façons de voyager, de nous déplacer. Les grandes tendances post-Covid, ce sera plus de proximité. On a été plutôt contraints initialement puisque forcément les frontières étant fermées, le voyage en France a été décuplé, donc on part moins loin. On essaye aussi d'être vigilant sur les transports qu'on utilise, donc limitation de l'aérien national notamment. On voit aujourd'hui qu'on supprime les vols intérieurs pour limiter l'impact des transports. L'hébergement, dont je m'occupe plus spécifiquement, on parle souvent des transports, mais l'hébergement, c'est entre 20 et 30% de l'impact carbone de votre voyage. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions comme Feelingo qui vous permettent de réserver simplement un hébergement engagé dans une démarche de développement durable. Et ensuite, tout ce que vous faites sur place, et on a aussi vu la tendance aujourd'hui, avec une envie de plus de proximité avec la nature. Ça va continuer pour vous, pardon de vous interrompre. Ça va continuer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que vous décrivez qui est peut-être un peu conjoncturelle et une autre qui semble plus structurelle. Comment vous le ressentez? Pour moi, c'est plus qu'une tendance. Le Covid a permis de passer de la tendance au marché. Le développement durable, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas né avec le Covid. Il a été défini en 92. C'est le sommet de la Terre, c'est Rio. Donc ça a presque 30 ans. Et aujourd'hui, c'était pour l'instant une espèce de quelque chose de marginal qui est resté marginal. Et là, il y a une vraie lame de fond. Parce qu'il y a une vraie obligation de s'engager en tant que citoyen, en tant qu'homme aujourd'hui. Et donc, on s'habille plus éco-responsable, on mange plus responsable et on commence enfin à voyager de manière plus responsable. Clara Beignac, est-ce que c'est quelque chose qui exprime vos clients? C'est-à-dire cette bascule d'un tourisme de masse à un tourisme différent qui correspond bien à ce que vous proposez? Oui, tout à fait. C'est vrai que les retours clients qu'on a eus l'année dernière étaient assez différents d'avant. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent « mais c'est incroyable, en fait, on est allé passer 2-3 jours à 100 km de chez nous et c'était incroyablement dépaysant, c'était très exotique, on a pu apprendre à faire du fromage, à découvrir un paysage qu'on ne connaissait pas du tout. » Et voilà. Ça, ils ne vous le disaient pas forcément avant? Ils nous le disaient, mais c'est vrai qu'il y a eu un contexte où il y a eu un tel besoin de respirer et de profiter des choses simples. Et chez Au Lavage, c'est vraiment ce qu'on propose. En fait, on propose des séjours où les participants sont amenés à mettre la main à la pâte, à entrer dans la vie quotidienne d'une ferme. On propose de la nourriture, c'est de la convivialité, on mange bien, les paysages sont beaux. Donc c'est vraiment des choses très simples. Et il n'y a pas besoin d'aller à 2, 3 ou 4 000 km de chez soi pour trouver ça. Comment les professionnels, donc ça c'était le constat de départ, comment les professionnels du tourisme s'organisent pour répondre à cette demande de vacances éco-responsables qui est de plus en plus importante? Vous qui, entre guillemets, labellisez des hébergements, déjà, est-ce que vous vous en trouvez de plus en plus facilement? Alors, je fais une mini correction. On labellise et on ne certifie pas. Vous avez bien fait, merci. En revanche, on valorise les labels et les certifications qu'ont obtenu les hébergeurs. Aujourd'hui,
ils ont totalement transformé leur façon de travailler. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir la capacité de transformation et d'évolution des hébergements. Donc, ils ont pris cette année de pause, parce que dans notre secteur, ça a vraiment été une pause forcée, pour revoir leur fonctionnement en interne et pour repenser leur impact. Donc, nous, on a plein d'hébergeurs qui ont fait un état des lieux. Cette année leur a permis de faire un état des lieux. OK, qu'est-ce qu'on consomme chez nous? Dans quelle mesure? Il n'y a pas eu encore la mise en action, parce qu'il y a des contraintes financières, il y a des contraintes humaines, il y a toutes les contraintes qu'on connaît. En revanche, il y a une vraie prise de conscience, un vrai état des lieux qui est fait, et le mouvement s'amplifie. Il faut toujours être relativisé quand même. L'engagement prend du temps. On parle souvent de démarche de développement durable, parce que s'engager dans le développement durable, ça prend du temps. Et c'est aussi ce qu'on propose avec Feelingo, c'est d'accompagner les hébergeurs en créant un écosystème favorable, en leur permettant de partager des bonnes pratiques et de renforcer leur engagement. On se sent souvent seul quand on s'engage dans le développement durable, et on a l'impression d'être seul. Et on ne sait jamais, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je fais assez, est-ce que je ne fais pas assez. En le faisant ensemble, ça aide. Il y a une charte des voyagistes éco-responsables qui existe, notamment avec cet engagement sur la transparence sur les sommes. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous faites l'une et l'autre, c'est plus pour des voyages lointains, mais ça peut être intéressant sur Feelingo. Sur la transparence sur les sommes redistribuées localement, pourquoi ça vous semble un argument important, ça ? Parce qu'on parle énormément d'écologie et d'environnement. Et on oublie que dans le développement durable, il y a 4 piliers. Il y a un pilier économique, il y a un pilier environnemental, mais il y a aussi 2 piliers extrêmement forts, le social et le sociétal. J'en parlais juste avant cette émission. C'est compliqué de dire à quelqu'un qui a du mal à finir le mois, il faut que tu limites ton impact sur l'environnement, il faut que tu fasses attention à ton impact. Donc cette notion de redistribution, cette notion d'impact sur le territoire, sur la communauté, il est essentiel, parce que c'est ce qui conditionne ensuite la capacité à agir pour réduire son impact sur l'environnement. Et donc c'est pour ça, de nouveau sur Feelingo, qu'on ne se contente pas de valoriser l'engagement environnemental, qui est extrêmement important, attention, mais qui n'est pas le seul à peser dans la démarche de développement durable. On valorise vraiment l'engagement, communautaire sociétal, l'impact sur le territoire, la société, social, l'impact sur les collaborateurs et les clients, et environnemental, l'impact sur la planète. Alors, dans cette charte des voyagistes éco-responsables, il y a la notion de faire travailler les producteurs locaux. Là, vous êtes cœur de cible. C'est ça, exactement. On les fait travailler. Ce qu'on propose vraiment, nous, aux producteurs, c'est de... Souvent, on avait des producteurs qui avaient un gîte et qui accueillaient des gens dans leur gîte et qui adoraient en plus leur montrer comment fonctionne la ferme. Et nous, en fait, on dit aux producteurs, tout simplement, on va vous rémunérer pour cette entrée des voyageurs dans votre quotidien. Donc, ça veut dire qu'on rémunère, on cadre l'activité, et aussi les voyageurs peuvent se rendre à la ferme en étant sûrs de pouvoir fabriquer du fromage ou donner à manger aux animaux. Et c'est vrai que une des ambitions de Haut la Vache, c'est vraiment d'assurer un complément de revenus aux producteurs. Depuis qu'on existe, on a reversé plus de 300 000 € aux producteurs. C'est important, ça peut être une goutte d'eau. Vous existez depuis combien de temps ? On existe depuis 3 ans. D'accord, donc 100 000 € par an en moyenne. C'est ça. Et vous avez, oui, dont 1 an et demi. Oui, avec 1 an et demi un peu de parenthèse au milieu, c'est pas faux. Est-ce que vous sentez la tendance croître, c'est-à-dire des demandes de plus importantes pour des voyages comme cela ? Effectivement, on a une demande. On a une demande. Pour cet été, je parle. Pour cet été, d'ailleurs, notre problème chez Haut la Vache, c'est pas tellement d'attirer des voyageurs. Ça, on en a tout le temps. En fait, on est assez rapidement complet. C'est plus de développer l'offre. Alors, tout le monde dit que c'est un bon problème, mais effectivement, la demande est très, très forte. Pourquoi ? Parce que les producteurs ne sont pas forcément prêts à cette démarche. Il faut les convaincre, il faut leur présenter l'intérêt économique qu'ils peuvent avoir. C'est nouveau. En fait, on leur demande d'être producteurs. On travaille avec des fermes où ce sont réellement des fermes. On ne veut pas que ça devienne Disneyland. Les voyages au Haut la Vache sont très authentiques. Et c'est compliqué pour certains en fait, il faut trouver du temps pour pouvoir accueillir en grande convivialité les voyageurs. Donc ça se met en place petit à petit. Le bouche à oreille fonctionne très bien chez les producteurs et on en a de plus en plus. Mais c'est vrai que ça met du temps. Quelques conseils pour ceux qui partent, parce que là on a parlé un peu de la réaction du secteur du tourisme. Agnès Kramer, avant de choisir son voyage,
Qu'est-ce que vous conseillez de faire? D'évaluer son bilan carbone, de se dire est-ce que ça vaut le coup que je prenne l'avion ou pas? Quel conseil de base vous donneriez? C'est exactement ce que vous dites, c'est comprendre. C'est avant de partir en voyage, c'est de réfléchir, ok, comme je le disais tout à l'heure, transport, hébergement, activité sur place. Donc comment je construis les éléments? Qu'est-ce qui a de l'impact? Où est mon impact? Est-ce que je pouvais prendre un vol ou finalement le train? Où est mon impact? Et ensuite, m'attacher ou apprendre à découvrir des alternatives. Et là, c'est un message que je fais passer. Aujourd'hui, on a des acteurs tellement puissants dans le secteur du tourisme que je pense qu'il y a aussi une appréhension des voyageurs à découvrir autre chose. Ça les rassure d'aller chez un géant. Voilà, parce que c'est rassurant, parce qu'on connaît, on a déjà fait. On est là, on est basé en France, on a des équipes derrière, on est joignable, on est fiable, on peut payer sur Feelingo de manière sécurisée, on peut réserver de manière sécurisée comme sur tous les sites. Donc c'est important de faire passer ce message de allez-y, il n'y a rien à perdre, allez regarder et vous trouverez sûrement l'hébergement éco-responsable qui est fait pour vous. Et le dernier point, c'est aussi casser un peu l'a priori. Des hébergements durables, il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Sur Feelingo, les hébergements commencent à 40 € la nuit pour un voyage d'affaires économique. Vous rendez dans une zone d'activité. Vous pouvez réserver un hébergement qui est vigilant à son impact sur l'environnement et sur les hommes. Et vous pouvez réserver le plus beau des palaces dans la plus belle des suites. Donc il y en a vraiment pour toutes les bourses, toutes les envies. Il y a tout type d'hébergement. Il y a de l'hôtel, du gîte, de la chambre d'hôte. Donc casser aussi un peu ces clichés qu'on a sur l'hébergement durable. Il peut être en ville. Il peut être hôtel, et donc allez-y, n'hésitez pas. Le message est passé. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas. Vous ne regarderez plus votre savon comme avant. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec l'association Sapocycle aujourd'hui. Bonjour Ingrid Linslang, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de projet dans cette association. Elle a été créée quand, pourquoi? C'est quoi l'histoire de Sapocycle? C'est une bonne histoire. En fait, on est créé d'abord à Bâle, la fondation Sapocycle d'abord à Bâle en 2014. Ça arrive que ma fondatrice, elle a toujours travaillé dans le journalisme et son mari était hôtelier. Donc, dans le monde, ils ont vu les deux côtés. D'un côté, le gaspillage qu'il y avait dans les chaînes d'hôtels, de l'autre côté, l'absence de produits d'hygiène. Donc, ils ont ajouté 1 + 1 et c'est ça. Il est venu Sapocycle d'abord à Bâle et ensuite ici en France. Parce que l'idée, c'est de récupérer les savons usagés, non utilisés ou à peine utilisés dans les hôtels, c'est ça? Exactement. Normalement, quand on va à l'hôtel, on utilise les savonnettes 1, 2 fois et c'est tout. Et après, par exemple, ici en France, ce sont 700 à 900 tonnes de savon comme cela qui sont jetés tous les années. Donc, c'est un gaspillage énorme et on récupère ces savons, on le reconditionne en fait, on le nettoie, on le reconditionne. On travaille avec des personnes en situation de handicap pour faire ce reconditionnement de savon. Et ensuite, les nouveaux pains de savon, ils sont donnés gratuitement aux personnes dans le besoin. D'accord. Et donc, on peut même parler, c'est une démarche d'hygiène. Vous dites le savon ou les bulles peuvent sauver des vies. Pourquoi vous dites ça? C'est un produit miraculeux, c'est le produit miracle. Vous savez que le savon, on n'attache pas dans les virus, les bactéries sur le savon. C'est un produit qui est propre par nature, par ses propriétés chimiques. Donc, seulement en train de laver les mains, on peut éviter tuer tous les virus, les bactéries, les champignons qu'on a dans notre main. Et on peut éviter des maladies gastriques et des maladies respiratoires. La Covid, aujourd'hui, tout le monde le sait, que le savon, c'est un produit d'excellence. Mais avant, les gens réfléchissaient beaucoup sur ça. Il y a 1,5 million d'enfants qui sont morts toutes les années dans le monde à cause de maladies gastriques et respiratoires. Donc, c'est un produit assez simple, assez ancien, mais qui sauve la vie.
Comment vous choisissez les associations qui sont partenaires finalement de vous, qui sont bénéficiaires de ces savons recyclés, réutilisés? D'abord, je vais parler sur le pilier écologique qu'on a. Donc, on collecte les savons partout en France, mais on choisit plutôt les associations proches de chez nous pour distribuer. Parce qu'on économise de CO2 dans notre processus. En fait, c'est 90% de moins d'émissions de CO2 dans le processus de recyclage. Donc, on ne va pas gaspiller cette économie qu'on a faite de CO2 pour transporter les savons très loin de nous. Et ici, en France, on a beaucoup de personnes dans le besoin. Donc, on n'a pas besoin d'exporter les savons. Donc, on distribue le savon plutôt pour les associations qui sont proches de notre atelier en Alsace, dans le Grand Est. Et l'idée, elle est née de voyages, de séjours en Afrique. Est-ce que c'est aussi un système que vous pouvez mettre en place dans d'autres pays en gardant cette logique de circuit court? Oui, c'est un projet que nous sommes déjà en train de faire. On développe les franchises sociales. Donc, l'idée, c'est d'amener la solution Sapocycle partout dans le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut développer cette démarche, il peut nous contacter et on a déjà la méthodologie pour mettre en place. Merci beaucoup, merci Ingrid Linslang-Bonvent à Sapocycle, à cette très belle idée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr et puis sur les box, les horaires, je vous les redonne, 9h, midi et 20h30 pour Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Salut.